Bonjour, je me présente, Rawad Zreib, Engagement Manager dans la société Smile. Je vais vous présenter avec Alexis et Robin. Voilà, nous allons vous parler aujourd'hui d'un projet IoT Computing, les éoliennes connectées, que nous avons réalisé pour le compte de la société Osmos, donc représentée par Robin. Voilà. Avant de lui donner la parole, je souhaitais présenter la société Smile. En plus de 1700 salariés travaillant sur des solutions digitales, créatives et innovantes dans plus de 7 pays. C'est le leader européen de l'open source. Nous vous accompagnons dans les prises de décisions technologiques qui amélioreront votre business et la digitalisation de votre entreprise, depuis la phase de conception jusqu'au lancement et développement de la solution mise en place. Et ce, dans les domaines suivants: e-commerce, applications métiers, data, objets connectés, solutions embarquées et infrastructures. Il fait partie de l'entité système embarqué et connecté de Smile, et c'est dans ce cadre-là que Robin nous avait contacté concernant le co-calculateur des éoliennes connectées. Donc, dans un premier temps, nous avions fait du conseil et proposé une solution technique que par la suite nous avions développée. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous avions contacté Alexis, donc d'Infodip, afin de proposer une solution hardware convenable qui correspondait au cahier des charges proposé. Voilà, donc je vais laisser la parole à Robin pour nous expliquer plus le contexte des éoliennes connectées et l'aspect métier du projet, donc Osmos. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Robin Cohen-Selmon, responsable de la R&D chez Osmos. Quelques mots rapides sur Osmos. Osmos est une société qui est dans le domaine du SHM, Structural Health Monitoring, surveillance de la santé des structures. Nous sommes une société de services dans le sens où on propose des services de surveillance de structures à des clients, soit en direct, soit en réponse à cahier des charges ou à appel d'offres publiques. Et le domaine couvert, c'est la surveillance de structure, c'est la surveillance de la santé. Donc, est-ce que l'ouvrage qu'on surveille, il est en bonne santé par rapport à ses conditions opérationnelles, ou est-ce que de l'autre côté, un ouvrage réputé éventuellement malade, est-ce on peut augmenter sa durée de vie? Dans ce sens-là, on s'inscrit dans les énergies renouvelables, enfin dans la durabilité des équipements, dans le sens où on peut proposer des services on peut augmenter la durée d'utilisabilité des équipements éventuellement, enfin des ouvrages monitorés. Dans ce contexte-là, on a une solution capteur, on a des stations d'acquisition, des capteurs sans fil filaire et un système d'information pour agréger les données par-dessus. Donc on a une techno propre, on agrège également des technologies autres quand la demande du client le demande. Là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est les éoliennes. Tu peux passer la slide, Rawad, s'il te plaît, merci. Donc là, on utilise une solution 100% Osmos. Donc notre mission était de surveiller la santé des fondations des éoliennes par la surveillance de la continue de la vie du mât de l'éolienne, puisqu'en fait c'est une des choses qui sont pas éventuellement les plus contrôlées dans les pays où sont mis les éoliennes, c'est la qualité de la fondation béton en général, ou du socle. Donc c'est une des demandes qu'on a eues, c'est de pouvoir surveiller la qualité de la réponse de la fondation et de l'éolienne qui est dessus. Donc on a une équipe aujourd'hui de 38 éoliennes avec la solution qu'on va décrire. Tu peux passer, Rawad. Donc là, c'est une slide un peu marketing. Nous, ça c'est le cycle de vie de l'éolienne. Nous, on intervient à la partie feedback, donc c'est le retour de mesure, c'est-à-dire comment toutes
toutes les informations d'une éolienne, de son comportement ou autre, parce qu'au fil dans l'éolienne, c'est déjà un objet, enfin un bâtiment qui est extrêmement irrigué en capteurs, mais tourné autour de la production d'énergie. Donc tout est en haut de l'éolienne, puisque tout est, les fabricants d'éoliennes vendent des mégawatts, garantissent des mégawatts en sortie d'éolienne, et tout se joue. Le principal se joue en fait au niveau du rotor en haut. Donc ça, c'est extrêmement irrigué en capteur, mais par contre, les fondations qu'on va voir aujourd'hui sont un domaine qui n'est pas encore couvert et qu'on couvre qu'on essaie de couvrir avec Osmose. Donc c'est dans le feedback, c'est essayer d'optimiser l'utilisation des éoliennes. Vas-y, Rawad. Donc ça, tout ça, ce sont des données illustratives, ce sont pas des vraies données. Donc on essaye à partir du système qui va être décrit d'aller sortir des informations clés pour l'exploitant de l'éolienne, puisque c'est lui notre client. Et en fait, le chiffre que vous voyez là, c'est le load demande ratio. On peut le voir comme un pourcentage d'usure mécanique estimé à 25 ans à partir des mesures. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, nous, à partir du moment où le système il a installé, on prend des mesures, et à partir de ces mesures-là, avec des lois avec les lois de la mécanique structure, puisque Osmose dispose d'un département ingénierie bureau d'études génie civil, donc qui est pour la partie service. Donc c'est eux qui rajoutent en fait les couches métiers aux données qu'on leur met à disposition. Donc à partir de cet ensemble de données là, ils estiment à partir de leurs algorithmes le pourcentage d'usure à 25 ans, puisqu'en fait les constructeurs donnent une durée de vie de 25 ans ou un état à 25 ans. Et en fait, quand on a 100% d'usure mécanique, ça veut dire que l'éolienne, elle ne peut plus donner au niveau mécanique, elle a fini sa vie. Et à partir du moment où on installe, donc, on estime et on dit, bah voilà, à partir si le comportement de l'éolienne a toujours été peu ou prou le même que celui qu'on estime aujourd'hui, au bout de 25 ans, il aura X% d'utilisation mécanique qui aura été dessus. Voilà. Ça, c'est un des donc là, vas-y. Donc, ici, le tableau que vous voyez, l'average load demande, c'est déjà ce que je vous ai présenté juste avant, et il y a d'autres critères qu'on sort de ces informations d'éoliennes. Donc le peak load demande, ça c'est on prend, parce qu'en fait nos systèmes sont en réel, vous le verrez plus tard, donc à 100 Hz et en continu. Donc on voit tout ce qui se passe à chaque instant dans l'éolienne, et on analyse les données. Et on prend l'événement le plus fort en fait au niveau mécanique et on estime son influence sur la structure de l'éolienne. Si ça dépasse 100%, ça veut dire qu'on a dépassé ce qui était capable de supporter l'éolienne et qu'on a potentiellement qu'on l'aurait endommagé avec l'événement en question. Ensuite, le time ratio over operational load, ça c'est à partir des données qu'on a de la structure, de sa géométrie, on va dire ça comme ça, ou de son comportement mécanique. C'est le pourcentage de temps dans lequel l'éolienne s'est trouvée dans un état on va dire d'excitation mécanique durant lequel ça aurait dû induire un arrêt de l'éolienne. Donc en fait, un moment où on aurait un shutdown de l'éolienne. Donc c'est un moment où en fait l'éolienne bouge trop pour schématiser, pour pouvoir produire de l'énergie, et où nous on considère qu'on aurait dû l'arrêter. Le dernier point, c'est un point qui est connu de tout le monde, c'est la fréquence propre. Donc c'est le mode propre de l'éolienne. Ça c'est important et ça s'est relié directement. Tu peux passer à la slide suivante. Non, excuse-moi, reviens à celle d'avant. Ouais, il y a une illustration juste derrière. Le main vibration frequency, ça c'est important parce qu'en fait, ça donne une information sur la façon dont l'éolienne, quand elle reçoit des bourrasques, comment elle répond et comment elle vibre. Et en fait, la fondation, en fait, c'est elle qui fait une partie de la fonction de transfert mécanique globale. Et un des paramètres, c'est si le socle est fissuré, l'éolienne, au lieu de vibrer à sa fréquence propre, elle va se mettre à avoir des amplitudes de plus en plus fortes puisqu'elle est moins bien tenue. Et ça se voit à travers une dérive de la fréquence propre de l'éolienne.
Voilà. Vas-y, Rawad, s'il te plaît. Oui, donc ça c'est une autre représentation. Ça c'est le couple de le couple de Bendix-Swain, l'effort de couple qui est appliqué à l'éolienne et qui est historisé. Et ce que vous voyez, c'est le nombre de minutes. La couleur, c'est le nombre de minutes durant la période observée, donc ici qui est historisée, durant lequel l'éolienne a été soumise à cet effort. Donc plus c'est rouge, plus l'éolienne a été soumise à cet effort de manière forte. Et en gros, plus on est haut et rouge dans le graphe, plus on est mauvais, puisque ça veut dire qu'il a été très très longtemps soumis à trop longtemps soumis à des flexions, à des efforts de flexion sur l'éolienne. C'est ce qu'on essaie d'éviter. Voilà. Vas-y pour la suite. Ouais. Donc voilà, ici on revient à la fibre, à la fréquence propre. Donc ça c'est un diagramme classique. Hein. On a la fréquence propre de l'éolienne qui est représentée en bas. La grosse ligne rouge que vous voyez au-dessus, en fait, c'est tous les équipements qui eux tournent et qui ont des vibrations propres qui sont autres que ce qui est lié à la structure, au bas de la structure. Et donc ce que je vous expliquais, c'est que ici on est censé avoir au cours du temps quelque chose le plus droit possible. Les bornes ont été exposées au-dessus. Et en fait, si on se met à dériver de ça, si on avait une espèce de ligne rouge qui partait d'un côté ou dans l'autre, ou plus vers le haut, on pourrait se dire que les fondations de l'éolienne sont mises en péril, ne tiennent plus, en tout cas, ou ne sont plus dans les conditions opérationnelles de fonctionnement de l'éolienne. Vas-y, on va pour la suite. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que là, on commence à rentrer plus dans la solution de surveillance qui a été appliquée. Ici, donc vous voyez l'éolienne et vous voyez ici la station d'acquisition EDAS, qui est la station d'acquisition Osmos, et des capteurs de base longue. Donc ça, c'est le capteur maison Osmos. Osmos, ça veut dire Optical Strain Monitoring System. Et ça, les capteurs que vous voyez là, qui sont représentés en fait au bas de l'éolienne dans la petite infographie 3D, la petite représentation 3D que vous avez en bas. Et ça, ce sont des capteurs de déformation de base longue de 1 ou 2 mètres, optiques. Donc ça, c'est le cœur d'Osmos initial. Osmos, et il y a très longtemps, c'est fondé autour de ce capteur-là. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Mais l'idée, c'est que de ce capteur-là, c'est que depuis la station, on injecte de la lumière. Elle arrive jusqu'au capteur, qui est fixé dans les 2 petites boîtes que vous voyez en aluminium. Elle revient. Et en fait, elle revient jusqu'à la station. La corde optique, c'est un potentiomètre à lumière. Donc, plus on tire dessus, plus l'intensité lumineuse qui est émise par la station, elle est perdue entre les 2 points de fixation. Et plus on la comprime, moins elle est perdue. Donc, à partir de cette information d'atténuation, on remonte directement à l'anthrax entre les 2 points de fixation. Donc, c'est un capteur de déformation à base longue optique. Pour le cas d'usage de l'éolienne, ici la station acquiert à 100 Hz en continu avec des détections d'événements, mais c'est pas l'objet il n'est pas utilisé dans ce mode-là dans l'éolienne. Il est utilisé en mode 100 Hz continu qui envoie les données complètement. Je vais juste en parler un peu après. Et ici, les emplacements qui ont été choisis, c'est nord, sud, est, ouest. Parce que vous voyez les barres bleues qui sont au bas de l'éolienne, ce sont des cordes optiques, les fameuses cordes optiques qui ont été installées pour aller mesurer en fait comment l'éolienne se penche d'un côté ou de l'autre. À partir de ces 4 points, on arrive à représenter l'angle. On arrive à mesurer l'effort appliqué sur l'éolienne à sa base et surtout son orientation dans le temps. Donc en fait, on a des données continues à 100 Hz, donc ça fait quelques gigaoctets par éolienne et par mois. Et donc dans n'importe quel système, donc 4G ou même en local, quand on a un parc de plusieurs de l'ordre de la dizaine d'éoliennes en modulo, de toute façon, pour supporter dans le réseau local ou même par la 4G, on aurait complètement saturé les bandes passantes d'une manière ou d'une autre.
Donc, il a été décidé de passer sur un mécanisme de calcul à 1 minute et 10 minutes à partir de ces 4 fois 100 Hz qui sont représentés par des 4 cordes optiques. Là, tu peux passer à la prochaine slide, Rawad, s'il te plaît, merci. Donc voilà, ça c'est plus la description du système d'un point de vue schéma bloc. Donc là, c'est l'éolienne vue de coupe et vue de haut surtout. Donc on retrouve nos 4 cordes optiques qui sont reliées par fibre optique de communication à la station EDAS. Et ensuite, on a le co-calculateur InfoDeep qui lui ensuite embarque toute la partie calcul d'indicateurs que j'ai décrit au-dessus. Ce qui est décrit dans l'InfoDeep aujourd'hui, enfin ce qui est calculé dans l'InfoDeep aujourd'hui, c'est le couple, la flexion historisée avec le nombre de minutes sur lesquelles elles ont été. À la minute près, on a le couple qui a été le bending strain, le couple de flexion, l'effort de flexion qui a été subi par l'éolienne. Donc, dans le co-calculateur, on a également un module 4G pour se connecter à distance. Dans certains cas où vraiment on capte pas bien, ce qui est en fait relativement régulier dans l'éolienne, on se met en LAN directement, mais c'est supporté par le co-calculateur. Donc voilà, ça, l'idée qu'on avait derrière, c'est que pour répondre à cette problématique de surveillance des fondations, de la santé de la fondation de l'éolienne par la surveillance du mât, de la déformation instantanée du mât de l'éolienne, on a développé avec Rawad, enfin avec Smile et InfoDeep, cette solution qui va être décrite plus techniquement derrière par Rawad et Alexis, pour répondre à cette problématique de ça fait quelques gigas par mois et de toute façon les données brutes des cordes optiques ne donnent pas d'informations directement sur l'état de santé de la fondation. C'est vraiment la science de la donnée qui est rajoutée derrière par l'équipe Osmos de data scientists et d'ingénieurs de génie civil qui peut donner l'information sur vraiment l'état de santé de la structure éolienne et notamment de la fondation. Donc voilà pour moi. Donc merci Robin. Donc voilà, je vais prendre le relais pour parler un peu plus de la solution logicielle du calculateur SmartStream qu'on avait appelé SmartStream. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais un peu décrire l'architecture fonctionnelle du co-calculateur pour après parler des choix techniques utilisés pour répondre à cette architecture et par la suite la proposition du hardware qui sera décrite par Alexis. Donc, comme précisé par Robin tout à l'heure, l'éolienne va nous envoyer des données, des JSON, à une fréquence très élevée à 100 Hz. Donc, ces données, si elles étaient streamées par la 4G, donc elles allaient saturer tout le réseau. Donc, voilà, vous imaginez la quantité de données envoyées. Mais surtout aussi, si jamais la 4G est tombée ou il y a des intempéries, que les conditions de connexion ne sont pas bonnes, la donnée est perdue. Du coup, d'où l'intérêt de pouvoir déjà préparer cette donnée et faire un pré-traitement qui est un algorithme métier qui a été qui nous a été donné par Osmos. Donc, qui va régénérer d'autres JSON préparés, modélisés. Ces données-là vont être après traitées par des algorithmes métiers pour avoir ces indicateurs à 1 et 10 minutes, quelques précisés par Robin. Il était très important de pouvoir stocker les données brutes et les données préparées avant le traitement pour que si jamais le résultat de ces indicateurs n'était pas satisfaisant, qu'on puisse revenir vers les données brutes et voir ce qui s'est vraiment passé. Parce que ces algorithmes peuvent évoluer dans le temps, peuvent faire objet d'évolution. Et bien sûr, donc ces indicateurs sont stockés aussi dans cette station jusqu'aux données synthétiques, donc à 10 minutes. Ils sont stockés dans des bases de données locales et elles sont accessibles à distance via la 4G.
Voilà, bien sûr, ces algorithmes sont paramétrables. Donc, en fonction de chaque éolienne, la solution, elle est la même, mais les paramètres peuvent être différents d'une éolienne à l'autre, d'un parc à l'autre, etc. Donc, toutes ces données sont accessibles via la 4G et via un serveur web. Voilà. Et bien sûr, on peut imaginer que la base de données peut changer, les paramètres peuvent changer, les algorithmes peuvent changer. Et du coup, il était important de pouvoir penser à la mise à jour de ces calculateurs à distance. Voilà. Parce que voilà, vous doutez bien qu'on ne veut pas aller au fin fond de la campagne pour pouvoir mettre à jour ou récolter ces données si ce n'était pas possible à distance. D'où l'intérêt de l'IoT et du edge computing. Donc, ce co-calculateur jouait aussi le rôle d'un routeur 4G. Ça veut dire qu'il faisait office d'alimentation en 4G de toute la station décrite par Robin. C'est-à-dire, on pouvait y accéder, mais aussi, lui, il faisait l'antenne 4G pour les autres éléments, les DAS en l'occurrence. Le serveur web possédait une IHM qui était accessible, donc qui est accessible à distance, qui permet bien sûr de se loguer de manière sécurisée avec un utilisateur, un username et un password que seulement un super admin peut modifier ou peut même ajouter ou enlever des comptes. Et en fonction de cette connexion, on peut exporter des données, tous les types de données, que ce soit les données brutes ou les données, les indicateurs générés et calculés. L'objectif, c'est de ne pas à chaque fois récupérer toute la donnée brute parce que sinon on reviendrait à avoir expiré toute la 4G. Voilà, donc on peut sélectionner les données à un instant donné, à un temps donné et le type d'information particulier à exporter. On peut aussi, bien sûr, ce qui était très important, de pouvoir exporter et importer les fichiers de configuration qui peuvent changer d'une éolienne à l'autre, mais d'un instant à l'autre, etc. Bien sûr, avec une validation de ce fichier de config, parce que sinon, l'éolienne serait en vrac, entre guillemets, le co-calculateur serait en vrac si on valide pas avant l'export ou l'import de ce fichier de config sa validité. Bien sûr, on peut ajouter et créer des comptes à distance. Il ne faut pas à chaque fois se déplacer sur place. Donc, on a parlé de la mise à jour du système. Il était important de ne pas qu'il n'y ait pas de mise à jour intempestive, non maîtrisée et non contrôlée de ces co-calculateurs. Du coup, nous avions interdit la mise à jour du système à distance, mais plutôt intempestive, mais plutôt maîtrisée avec un serveur de paquets qui permettait de mettre à jour principalement les algorithmes métiers d'Osmos qui sont censés évoluer dans le temps. Mais bien sûr aussi, qui dit mettre à jour des algorithmes en R, il y a les librairies qui en dépendent et qui en découlent qui seraient à mettre à jour. L'algorithme Python de pré-traitement et de synchronisation de ces données R également. La base de données et plein d'autres aspects qui seraient nécessaires, mais qui seraient bien sûr maîtrisés. Bien sûr, il y a aussi l'aspect de gestion de flotte d'éoliennes à mettre à jour et pas qu'une éolienne à la fois. Donc, afin de répondre à cette architecture fonctionnelle, voici les briques qui avaient été mises en place et choisies pour réaliser ce co-calculateur. Donc, tout ce qui est traitement des JSON en provenance de l'éolienne ou à l'intérieur du co-calculateur a été fait en Python. Le Python, donc c'est c'est ce langage qui permettait d'écrire des algorithmes de traitement mathématique facilement et qui s'interface de manière aisée avec le langage R, donc le langage de prédilection du service métier d'Osmos. Donc, qui nous fournissait ces algorithmes qui généraient les indicateurs en R. Donc, il était important de pouvoir aussi faire communiquer le Python avec le R, parce que voilà, c'est finalement deux
process indépendants, donc qui communiquaient avec RP2. Donc, on a mis en place ce système de RP2 qui faisait communiquer le Python avec le premier algorithme R et avec le deuxième algorithme R. Tout cela, il était très important de pouvoir les synchroniser parce que, comme vous avez bien entendu, il y a une entrée à 100 Hz, puis après des indicateurs à 1 minute, à 10 minutes. Donc, il était important d'avoir une synchronisation nickel de l'horloge et tout ça. Donc, afin de lancer tous ces algorithmes, nous avons opté pour systemd, donc qui permettait de lancer ces algorithmes de manière régulière et précise, mais aussi qui servait office de watchdog, si jamais il y a un plantage particulier sur le co-calculateur ou autre, de pouvoir tout redémarrer, même si on perdait la donnée, mais à ce moment-là, on repartait sur de bases saines. Nous avions parlé aussi du fait que le co-calculateur devait servir aussi de routage 4G. Pour ça, nous avions opté pour DIN-DNS, avec des IP tables qui étaient définies à l'intérieur afin de pouvoir router les données d'un côté à l'autre et faire office de serveur 4G, de routeur 4G. Et tout cela repose bien sûr sur donc ce que j'aurais dû dire dès le début. Le système opté, c'était un Debian 9. Donc nous avions exploité ce système jusqu'au bout, donc pour que ça soit pour les aspects d'installation, donc création de l'install d'un co-calculateur. Donc bien sûr, on choisissait les bonnes librairies, les bons algos avec un script donné pour générer le système à partir d'un serveur de paquets et d'un package manager de Debian, donc qui permettait d'une part de créer le système, et on avait une image identique pour chacun des co-calculateurs. Donc, c'était important d'avoir une image identique pour tout le monde. Et bien sûr, qui a servi après pour l'aspect OTA. Donc, dès qu'il y a des paquets qui sont à mettre à jour, donc ils étaient mis à disposition dans ce package manager de Debian 9 pour aussi les déployer sur les co-calculateurs. L'interface web du serveur donc a été développée en PHP et le serveur derrière c'était un Apache. Et bien sûr, voilà, il y avait un module 4G qui avait été aussi déployé pour pouvoir communiquer avec ce calculateur à distance. Et pour tout cela, il fallait un hardware qui puisse répondre aux contraintes données, c'est-à-dire qu'il doit être robuste, parce qu'il est très loin en campagne, on peut pas y accéder à tout moment. Dans l'éolienne, j'imagine qu'il y a des températures élevées, donc il devait être fanless et supporter des températures élevées. Donc, je laisse Alexis nous parler plus du hardware sélectionné et bien sûr de Infodip. Très bien, merci Rawad. Bonjour à tous, Alexis Niquez, je suis ingénieur commercial chez Infodip. Infodip est une PME spécialisée dans la conception, l'intégration et la fourniture de systèmes informatiques. Nous travaillons et nous accompagnons des industriels dans les principaux secteurs d'activité tels que la défense, le transport, la santé, la vidéosurveillance et l'énergie. Voilà, pour citer les principaux secteurs. Voilà, Rawad, tu peux avancer. Donc, Infodip PME française avec un savoir-faire de plus de 30 ans sur le marché des systèmes informatiques sur mesure. Donc notre savoir-faire se caractérise autour de 4 grandes catégories. On travaille notamment sur des systèmes sur mesure, des PC industriels, des IHM, des network appliances. Nous fournissons également tout ce qui va être PC embarqué, PC durci, panel PC,
Nous avons également des solutions autour de l'intelligence artificielle et notamment des GPU, NVIDIA, pour les principaux fabricants de GPU. Et puis également des solutions de stockage et aujourd'hui de solutions de stockage hyperconvergé. Voilà, InfoDeep propose également des prestations de câblage, de mise en baie, voilà, pour des gros systèmes IT. Et tout cela autour de partenariats technologiques avec des grands constructeurs qu'on va retrouver en bas de cette planche. Voilà, je vais citer les principaux comme Asus, Dell, Supermicro, voilà, Nvidia, j'en ai parlé pour la partie GPU et intelligence artificielle. Et puis Axiomtech, qui nous a accompagnés sur le projet Osmos. Je te laisse Rawad avancer, s'il te plaît. Donc pour le projet Osmos éolienne, donc le besoin était de fournir un calculateur embarqué répondant à différents critères. Donc il fallait qu'il soit compact, performant, résistant à un environnement entre guillemets sévère, c'est-à-dire répondant à des températures étendues. Évidemment fanless pour éviter que voilà, des poussières puissent endommager et fassent dysfonctionner le produit. Système communicant, comme Rawad et Robin l'ont dit précédemment, voilà, il y a une nécessité d'avoir une connexion type 4G. Évidemment un produit fiable parce qu'on n'est pas tous les jours en intervention sur l'éolienne pour la partie maintenance. Et puis évidemment Linux compatible pour pouvoir accueillir la partie logicielle qu'a présenté Rawad et notamment une Debian. Donc la solution proposée, que nous avons proposée à Smile et Osmos, est un PC embarqué de la marque Axiomtech. Donc Axiomtech est un fabricant taïwanais de PC embarqués, de cartes mères industrielles, de panels PC, avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. C'est une société taïwanaise qui a été créée il y a plus de 30 ans. Et donc nous avons proposé ce produit qui s'appelle la iBox et qui est donc un petit PC embarqué vraiment très compact. Vous voyez ça, il tient dans la main, donc voilà, équipé de processeurs Core i3, voilà, avec 8 Go de RAM, 1 Tera de disque dur. Donc ça a été un produit qui a été configuré sur les spécifications de Smile et Osmos. Équipé donc de modules 4G. Voilà. En termes de chiffres, depuis le démarrage du projet en septembre 2018, nous avons livré 78 calculateurs. Voilà. J'ai oublié de citer quelques chiffres pour InfoDeep. Nous sommes sur à peu près un volume de 5000 machines qui sortent de notre atelier voilà, chaque année. On est basé en Île-de-France et voilà, c'est tout pour InfoDeep. Ça marche. Du coup, je vais tout d'abord vous remercier pour votre écoute. Je vais aussi remercier énormément Robin pour son témoignage à propos du projet Osmos et Alexis aussi les aspects hardware pour InfoDeep. Donc voilà, ce projet a été très satisfaisant pour nous. D'une part, parce qu'il a permis de mettre en œuvre différentes compétences dans le panel d'une solution IoT. Il nous a permis également de travailler dans un métier très intéressant, intégrant le côté algorithmie, mais aussi d'autres aspects de la structure, etc. Et aussi de renouer avec Alexis sur les aspects art. Donc, je vous remercie tous pour votre écoute.